Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Alors un forum consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus, les interrogations autour du déconfinement, puis les implications économiques, sociales, mais aussi politiques de cette crise. Alors, faut-il à tout prix éviter l'écroulement de l'économie française? Comment, en tout cas, relancer la croissance? Qui paiera la dette Covid? L'Europe ou les Français? Et puis, comment envisagez-vous la France et le monde d'après? Mais pour commencer, Jean-Luc Mélenchon, ce déconfinement donc qui commence demain, lundi 11 mai, est-ce que vous dites toujours que la situation va se dégrader à partir de demain? Comment et pourquoi? Je l'ai dit parmi bien d'autres choses, mais en effet, je suis très inquiet, je ne veux pas le cacher. Vous avez sans doute vu comme moi les images de ces premières cohues sur les quais des RER et des TER. Et par conséquent, il est inévitable que dans un tel contexte, on dise qu'il y a de quoi s'inquiéter, parce que c'est un cluster. Comme on dit, c'est un lieu où l'épidémie peut... Donc là, vous parlez des transports dont on va reparler tout à l'heure. Oui, mais c'est très important, parce que c'est ce qui va faire la vie des gens demain matin. Deux sujets importants. Il y a les transports et les gosses. Et les gosses. Et l'éducation. On va en parler. Une précision quand même. Non, mais attendez, monsieur Aziza, vous m'avez posé une question, laissez-moi au moins le temps de vous répondre. Bien sûr. Donc, je suis inquiet pour cette raison-là. Et les mesures qui sont prises sont, une fois de plus, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on annonce des proportions de trains et de métro, mais on ne sait pas combien de gens vont venir. Donc il y aura 15% des transports ou 50%, mais il y aura peut-être 100% des gens qui viennent les prendre. Par conséquent, on va avoir une situation très inquiétante. Quant aux écoles, peut-être qu'on en parle tout à l'heure. Mais alors pour les transports, Valérie Pécresse, Jean-Baptiste Djebbari ont dit, notamment pour les transports en Ile-de-France, 5 millions de personnes transportées qui utilisent les transports quotidiennement. Là, ils annoncent 1 500 000 personnes dans les RER et dans le métro. Donc ça vous paraît être une bonne proportion ou pas? Je ne sais pas, moi je ne suis pas organisateur de transport en public. Je suis persuadé que Madame Pécresse, Madame Hidalgo, tous les gens qui ont des responsabilités, d'abord c'est pas eux qui décident. La date du 11 mai, elle a été décidée par un seul et unique personnage, le président de la République, sans qu'il mette en face les moyens concrets de ce déconfinement. Vous me dites qu'il y aura 1 million de personnes. Est-ce que ces 1 million de personnes auront un masque? Il paraît qu'on va vérifier sur les quais ceux qui ont une attestation de leur employeur. Vous imaginez le bazar? Enfin, monsieur Aziza, vous prenez le métro comme moi, vous savez bien comment ça se passe. Vous imaginez un tri pareil sur le quai? C'est la confusion. Ou on ne contrôlera pas, ou si on contrôle, ce sera dans le désordre. Alors, on va reparler du transport et des écoles dans quelques instants, mais quand je vous entends parler, je me dis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon il se dit, il fallait que la France reste confinée, et si oui, jusqu'à quand? Oui, alors évidemment, vu comme ça, c'est plus simple, quoi. Moi, j'ai écrit avec tous mes collègues députés insoumis une tribune qu'on a publiée le 30 mars. Et on leur a dit, attention, le déconfinement, c'est beaucoup plus compliqué que le confinement. Vous devez donc réunir des moyens pour déconfiner. Il ne les a pas réunis. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux pas avoir comme discours aujourd'hui de dire aux gens, restez confinés jusqu'à la nuit des temps, parce que cet homme et son équipe ne prendront jamais les mesures. Cet homme, c'est Emmanuel Macron, je suppose. Oui, alors, monsieur Macron. Je rappelle ce que vous écriviez le 30 mars. Vous l'avez aussi expliqué dans l'Obs. Vous disiez que le confinement était une forme de prison volontaire, ce sont vos termes. Oui. Que ce n'était pas une solution durable. Partons de ce constat. Évidemment. Partons de ce constat. Vous disiez donc le 30 mars que la question du déconfinement devrait se poser dès maintenant, donc dès le 30 mars. Alors, n'êtes-vous quand même pas satisfait, puisque vous disiez ça le 30 mars, que le gouvernement vous ait suivi et choisi le déconfinement? Sur quoi? Sur le déconfinement. Mais le gouvernement ne nous a pas suivis. Puisqu'il a décidé de déconfiner. Attendez, nous n'avons pas réclamé le déconfinement. Nous savions que la France serait déconfinée. Il n'y avait pas besoin d'être un génie de la politique pour comprendre ça. Donc on savait que le pays serait déconfiné. Donc on leur disait, prenez toutes les précautions pour être sûr, quand le déconfinement se fera, que vous avez réuni les moyens. Et là, vous dites, toutes les précautions n'ont pas été prises. Il ne l'a pas fait. Et après, que voulez-vous que je dise de plus, monsieur Aziza? Je pourrais me taire, parce que c'est à peu près ce qu'ils nous demandent. Il faut qu'on les acclame, qu'on les applaudisse, qu'on se réjouisse, et ainsi de suite. Et si jamais on fait une critique, on est considéré comme soit des gens qui ne veulent pas qu'on déconfine, soit, hier, c'était pitoyable dans le débat, je dis vous donnez 200... Oui, à l'Assemblée nationale. Je dis vous donnez 200 € aux étudiants pour solde de tout compte après 2 mois de petits boulots annulés. Vous avez vécu comme moi une vie de jeune
jeune étudiant, vous avez peut-être travaillé vous aussi, monsieur Aziza, pour vous payer vos études. Vous savez bien que on en a un besoin vital. On fait pas ça parce que pour s'occuper. Eh bien, à peine avais-je dit que 200 €, c'était une somme insuffisante. Vous avez un orateur de La République En Marche qui dit « Ah ben, monsieur Mélenchon refuse qu'on donne 200 €. » Si on doit avoir des dialogues politiques de cette nature, ça ne sert même plus à rien de discuter. C'est notre devoir d'opposants de dire attention à ceci, attention à cela. On essaye de le faire avec un peu d'élégance oratoire, mais j'avoue que comme ça ne sert à rien, ces gens-là sont butés, n'entendent aucune critique, ne respectent aucun point de vue qui ne soit pas le leur. Alors, je dois vous dire qu'il y a des moments qui sont assez démoralisants. En quoi est-ce tiré dans le dos que de dire, que de demander des masques gratuits, monsieur Aziza? Vous savez comme moi que maintenant, tout d'un coup, des masques, il y en a partout. Et ils valent des sommes qui sont impraticables par les familles. Pour avoir vérifié les choses hier, donc les masques grand public se vendent dans un certain nombre de magasins, détail des magasins de vêtements, ainsi de suite, entre 5 et 8 € le masque. Vous vous rendez compte ? Monsieur Aziza, combien il en faut pour une famille? Vous voyez bien que c'est hors de portée. Dans les grandes surfaces, tout d'un coup arrivent des stocks de masques, après lesquels on a couru pendant des semaines et des semaines. Vous avez lu comme moi la déclaration de pratiquement toutes les organisations syndicales professionnelles. Je parle aussi bien des grands professeurs que de celles des infirmiers qui ont protesté contre ce fait de dire qu'il y avait aucun masque et tout d'un coup il en surgit de tous les côtés. C'est une honte. Les masques doivent être gratuits. Donc les masques doivent être gratuits. Une question quand même. Une question. Vous dites rien n'a été préparé pour ce déconfinement. Je ne dirais pas rien, monsieur Aziza. Oui. Je ne suis pas fou. Je vois bien qu'ils essayent de faire des choses, mais ils les font dans une logique. Et vous savez très bien quel est l'arrière-plan de tout ça. C'est que le confinement n'a eu de sens que pour empêcher que les hôpitaux soient débordés. C'était donc une bonne décision nécessaire à prendre. On ne pouvait pas faire autrement. Mais il fallait essayer ensuite de faire en sorte que lorsque le déconfinement aurait lieu, on ralentisse la propagation de l'épidémie par les masques, par les tests, etc., etc. Rien de tout ça n'est prêt. Vous le savez aussi bien que moi. Le ministre de la Santé a dit 700 000 tests par semaine dès la semaine prochaine. Et des masques pour tout le monde. Monsieur Aziza, vous n'avez qu'à les croire. Mais pendant des semaines, ils vous ont annoncé que tous les personnels soignants avaient des masques et les personnels soignants disaient qu'ils n'en avaient pas. Mais c'est un problème quand même dans un pays qu'on vit depuis 3 semaines avec des gens qui disent une chose et que la réalité est tout autre. Et une question, comment vous jugerez du succès ou non du déconfinement? Eh bien, au fait que le nombre de personnes qui sont accueillies à l'hôpital pour des troubles et des détresses respiratoires qui sont directement liés au coronavirus restera au minimum stable et n'augmentera pas. C'est-à-dire, là, par exemple, hier, c'était 80 décès. Je crois qu'en réanimation, il y a 2800 personnes aujourd'hui. Donc, comment vous, par rapport à ces chiffres? Vous savez, on n'aura pas besoin, vous et moi, monsieur Aziza, dont c'est pas le métier, de faire des commentaires là-dessus. Ça va se faire tout seul. Les personnels de santé, de tout niveau, depuis les directeurs de service, à l'infirmier, l'aide-soignant, etc. Bon, au féminin et au masculin, pour ces professions qui sont surtout féminines. Ce sont des gens qui, dans cette circonstance, n'agissent pas pour des motifs politiques. Ils agissent pour des motifs politiques, je veux pas dire que ce soit méprisable, mais disons pour des motifs partisans. Ils nous diront ce qui est. Si la mortalité ne s'accroît pas, si le microbe est en effet saisonnier comme le pensent certains, si l'autocontamination protège la population, eh bien le pays sera tiré d'affaire et je serai le premier à m'en réjouir. Mais je ne vois aucune raison de le croire. Et vous direz bravo Macron alors? Mais écoutez, on verra ce qu'on dira, parce que pour l'instant, j'ai vraiment pas l'intention de dire bravo Macron, et je garde pour moi tout ce que j'ai sous la langue à propos de la manière dont ont été conduites les affaires. Mais pardon, monsieur Aziza, s'ils sont si malins que ça, expliquez-moi voir pourquoi les Espagnols déconfinent tout autrement que les Français, notamment en matière scolaire. Pourquoi les Italiens ne l'ont pas fait? Ces gens sont des gens raisonnables, ils ont donc des raisons de le faire. On est donc incapable en Europe, ni d'avoir une date de déconfinement commune, ni une méthode de déconfinement commune. Pourquoi? Est-ce que vous savez, monsieur Aziza, que le grand projet Discovery, on devait tester 3200 personnes dans toute l'Europe? Il a pris l'eau.
Aprilo, une personne a été testée en dehors de la France, au Luxembourg. Ça veut dire que les autres n'ont rien fait. Ce qui veut dire que ce qu'on nous a vendu, c'est peut-être pas de la faute des autres Européens, mais ce qu'on nous a vendu en France était tout simplement un mensonge. Alors, ça n'existait pas. On va parler de l'école, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron était en déplacement en début de semaine dans une école de Poissy. Et vous disiez, alors qu'il avait visité cette école de Poissy, qu'il ne comprenait pas pourquoi, donc Emmanuel Macron, c'est un tweet que vous avez posté, pourquoi ce 11 mai ressemble à une roulette russe. Alors, ça nous conduit à parler de cette interview de Jean-Michel Blanquer dans le JDD aujourd'hui. Est-ce qu'en dépit des explications apportées par le ministre de l'Éducation nationale dans le JDD, vous dites encore qu'Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec les enseignants, le personnel enseignant et nos enfants? Oui, bien sûr. Et puis tout le reste, bien sûr. C'est extraordinaire, ce traitement dont je fais l'objet. C'est un assez long texte. Je me suis exprimé de bien des manières sur ce 11 mai. On retient un mot. Alors, roulette russe. Ouais. Bon, alors c'est très grave et tout le monde prend mais c'est une question attendez, monsieur Aziza, si vous étiez le seul à le faire, je m'en prendrais à vous. Ce n'est pas le cas, c'est devenu la manie de votre profession s'agissant de moi. On prend un mot. Ce matin, vous faites par contre preuve d'une douceur amandine à l'égard de monsieur Blanquer, que vous citez à l'instant, qui lui, dans son interview, il dit qu'il ne veut pas que les personnes qui vont en classe soient des malgré nous de la présence physique. J'espère que les gens de l'Est du pays apprécieront cette référence au malgré nous pour ce qu'elle vaut. Bon, alors maintenant, la roulette russe. C'est une expression... Donc, attendez, par rapport à cette expression malgré nous de Jean-Michel Blanquer. De quoi il s'agit. Il s'agit des gens qui ont été contraints dans les départements occupés par les Allemands à servir l'armée allemande et la SS. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous dites à Jean-Michel Blanquer par rapport à ça? Je ne lui dis rien. Enfin, vous soulignez ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a à faire en tant que ministre, qui a été informé comme tout le monde le lundi qu'on déconfinait le 11 mai. Et il a dû se débrouiller à partir de là. Et il se débrouille dans des conditions avec des méthodes qui lui appartiennent et que je n'approuve pas. Il y a 1,5 million d'élèves qui vont rentrer sur 6,7 millions. Il ne se pose pas une seule seconde la question de savoir pourquoi. Il utilise des phrases qui sont tout à fait étranges du genre « c'est malheureusement dans les familles les plus défavorisées que la crainte est la plus forte ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Parce que l'argument qui est mis en avant par Jean-Michel Blanquer, par Emmanuel Macron, par Édouard Philippe et d'autres, ils disent que les écoles considèrent que de rouvrir les écoles permettent de lutter contre le décrochage scolaire des enfants les plus défavorisés, notamment. Voilà. Naturellement, ce n'est pas vrai, vous le savez aussi bien que moi, puisque monsieur Castex, qui est l'homme qui s'occupe de la planification du confinement et du déconfinement, a dit qu'on commençait par les petits, parce que tous on leur a dit mais vous êtes complètement fous, vous commencez par les gosses qui sont le moins en état de respecter les gestes barrières. Mais le moins contagieux, et les moins... Non, oui, mais d'accord. Monsieur Aziza, docteur Aziza, vous savez que les enfants sont moins contagieux. C'est ce que disent les pédiatres. Non, c'est ce que vous venez de dire, vous. Oui, mais c'est vous, Frédéric Aziza, à votre micro, vous prenez la responsabilité de dire aux gens, les enfants sont moins contagieux. Non, c'est ce que disent les pédiatres. Non, les pédiatres, non. Des pédiatres. La science comporte des incertitudes. Et vous avez raison. Et c'est le propre de la science. La science n'est pas fanatique ou idéologique ou dogmatique. Vous savez, on dit qu'une chose est vraie en science et on peut prouver le contraire. C'est vous dire. Alors, je sais que c'est un peu compliqué comme idée, mais ne prenons pas les arguments qui nous viennent des experts pour autre chose que la modestie avec eux-mêmes, avec laquelle eux-mêmes les profèrent. Alors, monsieur Aziza, les enfants qui ne peuvent pas pratiquer les gestes barrières vont à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils sont socialement défavorisés? Non. Monsieur Castex a répondu. Il a dit... Nous prenons cela parce que c'est ceux qui peuvent pas se garder tout seuls. Donc, comme ils seront à l'école, eh bien, leurs parents pourront aller au travail. Et quand monsieur Blanquer dit, malheureusement, dans les familles les plus défavorisées que la crainte est la plus forte, il se trouve que les familles les plus défavorisées sont celles aussi qui fournissent le gros des colonnes obscures qui tiennent debout notre économie, qui portent, qui transportent, qui balayent, qui etc. etc. Donc tout ça se tient et est l'expression d'un égoïsme social et de classe qui m'est insupportable. Alors, ça ne le soit pas à tout le monde, mais moi je ne vois pas la vie comme ça. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne un risque avec les gamins. Et voyez-vous, dans nos familles, dans beaucoup de familles, pardon, pas que je fasse des possessifs qui ensuite doivent être expliqués pendant des heures, dans beaucoup de familles, on considère que les enfants sont le bien le plus précieux que l'on a. Et par conséquent, on ne veut pas prendre de risques avec eux. Alors, voilà. une autre question, par rapport à l'interview de Jean-Michel Blanquer dans le JDD, il dit « La première priorité de l'école d'ici à l'été est psychologique » et il précise « Accueillir les élèves, les écouter et voir comment ils vont ».
Et il veut, Jean-Michel Blanquer, que chaque enfant soit retourné à l'école au moins une fois avant la fin mai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, si qu'on voit comment les enfants vont, c'est à peu près ce qui se fait tous les jours. Je vais vous dire une bonne chose, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, des témoignages toute l'année de mes amis instituteurs ou professeurs qui m'expliquent les gosses qui viennent sans chaussettes, ou ceux qui ne mangent pas, ou qui n'ont qu'un seul repas, c'est la cantine, la France s'en fout de tout ça. Hein. Ce sont les pauvres, et encore aujourd'hui, la détresse alimentaire, Frédéric Aziza, elle est extrême. J'ai donné l'exemple de Cuba, où on va de village en village pour voir s'il y a des gens qui sont malades. En France, on pourrait quand même aller d'un quartier à l'autre pour voir si on n'a pas des abandonnés, des gens confins, etc. Mais il faudrait s'en soucier. C'est très important, la cohésion et la précaution sociale est une précaution sanitaire. Car tout à l'heure, vous me faisiez état de l'expertise des pédiatres. Eh bien, écoutez l'expertise des sociologues, qui là, pour le coup, repose sur des statistiques pures et simples. La carte de la pauvreté et la carte de la propagation de la maladie se recoupent. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on est mal nourri, plus on fuit les soins en temps ordinaire, et donc, plus on constitue un terrain propice pour le virus. Ça, je pense que tous les médecins vous le diront, parce que c'est le constat qu'ils font. Alors, vous parliez en début de cette émission de ce qui va se passer dans les transports à partir de demain, lundi 11 mai. Laurent Brun, c'est le patron de la CGT cheminots, avait lancé une mise en garde, c'était le 25 avril. Il disait les cheminots n'organiseront pas le massacre parce qu'ils ne veulent pas contaminer les gens. Il précisait, ils ne veulent pas être contaminés ni contaminer leur famille. Alors, à la veille du déconfinement, est-ce que vous estimez qu'on est dans les transports, dans l'organisation je cite Laurent Brun, de ce massacre annoncé par Brun? Ah, monsieur Aziza, arrêtez de vous bloquer comme ça sur tous les mots. Vous savez mais c'est important. Oui, monsieur Aziza, mais si on n'utilise pas des mots parfois un peu durs, vous autres, les journalistes, vous ne les retenez pas, donc on a tous compris la leçon. On monte d'un cran, vous nous... Non, mais il a raison, pas dire ça, par les massacres. Qu'est-ce qu'il dit ? Organisé, oui. Non. Prenez, monsieur, le secrétaire général de la CGT est un homme intelligent et cultivé. Cheminot. Oui, cheminot. On est d'accord. Ce sont en général les responsables syndicalistes, sont des gens qui ont une culture et une bonne compréhension des situations. Je vais même vous dire une chose, monsieur Aziza. Si on avait planifié dans ce pays, on aurait dû beaucoup demander aux syndicats et aux dirigeants, parce que c'est eux qui savent exactement, entreprise par entreprise, comment ça se passe. On n'a même pas été demandé au MEDEF de si on pouvait ou non, ou s'ils étaient d'accord ou pas, pour la réquisition de toute l'industrie textile pour produire le nombre de masques dont on avait besoin, comme si, puisqu'on n'arrête pas de parler de guerre, si on était en guerre, eh bien on aurait produit des munitions, je suppose. Bon, eh bien là, pour produire des masques. Pourtant, le terrain était ultra favorable. Roux de Bézieux, le président du MEDEF, avait dit le mot nationalisation ne fait pas peur. Ça veut dire qu'on avait une bonne base. Quand j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, et je lui dis il faut réquisitionner l'industrie textile, il m'a dit mais plein de patrons ont réquisitionné eux-mêmes leur usine. Merci à ces patrons qui ont changé. Et ils ont fabriqué beaucoup de masques. Ils ont fabriqué beaucoup de masques. Merci à eux. Mais le problème, c'est que c'était pas des initiatives individuelles qu'on attendait. C'était une décision de l'État. L'État, c'est un beau mot quand même. Je suis d'accord. On parle des transports au départ. Donc je vous dis, que nous dit ce secrétaire de la CGT ? Monsieur Aziza, mettez-vous dans la situation de demain. Vous allez avoir des milliers de gens sur les quais qui vont être là. Et vous prétendez en plus les trier pour savoir qui a une attestation ou pas. Qui va faire ce travail ? Les agents de sécurité. Vous croyez qu'ils vont le faire ? Vous leur demandez de se suicider à ces gens-là ? D'aller toucher du bras ou de l'épaule précisément la personne qui n'a pas de masque. C'est-à-dire soit qu'elle n'a pas pu se le payer, soit qu'elle n'a pas de conscience civique suffisante. Mais bien sûr que non. Tout ça risque de tourner très mal. Mais je fais très mal, c'est-à-dire une nouvelle propagation du virus. Un second pic, vous avez Monsieur Aziza, il y a eu une histoire en Dordogne qui devrait faire réfléchir tout le monde. Et dans la Vienne aussi. Oui, un pauvre enterrement où les gens se sont regroupés, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se tenir à distance et tout. Pouf, ça a été un cluster. Vous avez eu la même situation dans le Grand Est. Non mais attendez, dans le Grand Est, ils ont laissé faire une cérémonie évangéliste et cette cérémonie a eu comme résultat que tout le Grand Est a été empoisonné. Bon, alors ce n'est pas la faute de ces pauvres gens qui sans doute devaient croire que tout allait se passer très bien compte tenu de qui venaient fréquenter à cet endroit-là. Mais le microbe se fiche de la religion des gens, de leur couleur de peau ou le microbe il passe de l'un à l'autre. Donc ça veut dire, je poursuis. Ça veut dire que le danger est plus grand lundi. Ça veut dire que je ne sais comment vous le dire plus tranquillement. Oui, ça veut dire que les transports en commun, métro, RER,
bus, ça peut devenir des clusters. Que voulez-vous que ce soit d'autre si tout le monde n'a pas de masque? Si on avait dit tout le monde a un masque et c'est gratuit. Si à l'entrée du métro... On nous a dit pour rentrer dans les transports en commun, il faudra un masque. Voilà. Donc vous allez mettre des gens dehors pour empêcher les gens d'entrer qui n'ont pas de masque. Et vous êtes en état, alors cela par contre, alors bravo, c'est les kamikazes. Et puis ensuite, une fois que vous aurez quelqu'un qui a un masque sur la figure, grâce à votre œil exercé, monsieur Aziza, vous saurez si ce masque est usagé ou s'il il ne l'est pas. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. C'est ce que nous avons besoin de discipline d'acier dans ce genre de circonstances. Et donc, il faut qu'à la porte du métro, il y ait des gens qui distribuent des masques qui sont en état de fonctionnement aux gens qui descendent dans le métro. Monsieur Aziza, quand même, on parle d'un bout de tissu et d'un bout de papier. Les usines françaises sont pas capables de produire ça en grande quantité. On va voir ce qui va se passer à partir de... Eh bien, il n'y a qu'à demander aux Marocains, parce qu'ils en produisent 5 millions tous les jours, et ils le font d'une manière très habile et très efficace. Alors, autre question qui est liée au social, Jean-Luc Mélenchon. Laurent Berger a jugé hier que la CGT est irresponsable. Pourquoi? Pour avoir obtenu en justice la fermeture de l'usine Renault Sandouville, alors que selon Laurent Berger, je le cite, un dialogue social assez exemplaire avait eu lieu, donc il regroupait les autres syndicats à part la CGT, qui avait refusé de participer aux négociations avec la direction de Renault, pour une reprise en toute sécurité. Est-ce qu'il a raison, Laurent Berger? Est-ce que c'est irresponsable, cette attitude de la CGT? Alors là, c'est un grand mot, vous l'avez noté, irresponsable. Donc, monsieur Laurent Berger pense que ses camarades de la CGT sont des irresponsables. Voilà. Bon. Alors, moi, je vais essayer de... monsieur Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui était pour les réformes retraites, qui était pour... Bref, vous savez que j'ai de nombreuses raisons de ne pas approuver monsieur Berger. Cependant, je ne céderai pas à la facilité. Je veux l'interroger. Si ses camarades de la CGT pensent qu'il y a un problème, ils devraient considérer les arguments de la CGT, au moins par camaraderie. Deuxièmement, si un juge donne raison au syndicat, c'est sans doute qu'il y a une raison assez sérieuse de le faire. Par conséquent, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de répondre comme il le fait sur les responsabilités. Mais l'occasion m'est donnée de vous inviter à réfléchir plus profondément. Vous voulez produire des voitures, pourquoi faire? Parce que vous pensez que là, les gens se préparent, attendent impatiemment à la porte des entreprises pour aller acheter une voiture. Vous pensez que c'est la préoccupation numéro 1 du moment. Il n'y a pas d'urgence à réouvrir les chaînes de production d'automobiles, sauf dans un cas. Si on pense qu'en relançant la production, on va d'abord servir l'exportation et donc l'économie monte, comme le pensent les Allemands, qui ont déconfiné le 4 mai, puisque eux n'ont pas besoin de célébrer le 8 mai, et qui l'ont fait avant les Français. C'est une espèce de compétition assez misérable entre les producteurs. Les véhicules produits à Sandouville et dans d'autres usines de Renault, PSA, ainsi de suite, c'est beaucoup aussi pour exporter. Bon, voilà. Donc c'est moi qui ai raison. Maintenant, est-ce que le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise était bon ou mauvais? Je ne le sais pas. C'est ce que dit Laurent Berger. C'est ce que dit monsieur Laurent. Il dit que la CGT s'est exclue des négociations. Laurent Berger dit ça, mais c'est pas parce qu'il le dit, vous admettrez qu'on va le croire sur parole. Et la CGT, par contre, dit autre chose. Alors, je pense que dans cette affaire, c'est pas la peine d'aller jeter de l'huile sur le feu. Mais je vais en profiter quand même pour dire quelque chose d'autre. Depuis le début, je ne cesse de dire que les travailleurs, et appeler les travailleurs sur leur lieu de travail à former des collectifs sanitaires. Comme vous le savez, le président Macron et sa majorité ont supprimé les comités d'hygiène, sécurité, environnement dans les entreprises. Par conséquent, les travailleurs sont dénués de moyens d'évaluer la situation. Je les invite donc, avec les organisations syndicales, à constituer des collectifs sanitaires pour que eux décrivent dans quelles conditions on doit produire. Monsieur Aziza, c'est très important. Les gens, ils vont gagner leur vie. Ils vont pas se suicider pour le bonheur d'une entreprise. Ce n'est pas normal de voir la vie comme ça. Il faut admettre que nous parlons de personnes humaines. Et par conséquent, moi j'invite monsieur Berger, alors il est très engagé, je l'ai dit tout à l'heure, en faveur de la politique du gouvernement. Il est engagé derrière monsieur Hulot. C'est assez curieux d'ailleurs de voir que dans notre pays, le seul syndicat qui a un engagement politique, c'est la CFDT. Et c'est le seul qui critique continuellement tous les autres politiques. Alors justement, est-ce que j'ai vu un communiqué de CGT Info qui faisait une espèce de parallèle entre Roux de Bézieux et Laurent Berger avec une espèce une photomontage assez étonnante. Est-ce que vous faites ce parallèle, vous, entre Roux de Bézieux et Berger? Non, parce que Roux de Bézieux est le président du MEDEF, les organisations patronales.
Monsieur Laurent Berger, le secrétaire général d'un syndicat. On peut avoir de sérieuses divergences avec lui, mais il faut pas se tromper sur qui il est, son syndicat. Et c'est le premier syndicat pour l'instant dans notre pays. Par conséquent, moi je préférerais que ce soit un interlocuteur, même si je suis en désaccord avec lui. On ne peut pas passer à côté d'une partie de l'organisation du salariat de ce pays. Bon, il faut discuter, mais on est en désaccord, on a le droit quand même. Bien sûr. Oui, mais d'accord, mais c'est pas à vous que je fais la remarque. C'est à Laurent Berger, parce que souvent, lui, ses mots sont très durs à notre égard. À votre égard, c'est-à-dire l'égard de des la France insoumis. insoumise. Oui, des insoumis. Ce sont des propos très très durs. Nous, on parle pas comme ça de la direction de la CFDT. Je vous mets au défi de trouver au cours des 4 dernières années, où pourtant on a eu les occasions de leur dire quelques mots qui auraient pu être sévères. On ne l'a jamais fait. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il faut dialoguer sur la condition des salariés. Le monde du travail vit un recul social gigantesque depuis la fin du mandat de Monsieur Hollande avec la loi El Khomri. Ça a embrayé derrière avec la réforme générale du Code du travail. Il y a un instant, je vous parlais des retraites. Ni vous ni moi ne savons si le président de la République va retirer son texte. Une réforme, a priori, certainement, totalement ajournée. Écoutez, nous en prenons note. Monsieur Aziza, qui a ces informations, il est journaliste, c'est normal, nous dit que la réforme est retirée. Mais monsieur Aziza, c'est ce qu'on dit des dirigeants de la majorité. Je plaisante. Vous m'en voudrez pas si je vous dis que je peux pas m'en tenir à ça. Voilà. J'ai besoin que ce soit monsieur Macron ou monsieur Philippe qui le disent directement et ouvertement. La France, l'économie, la récession. La France est en récession. Elle risque de l'être encore plus, Jean-Luc Mélenchon, d'ici de la fin d'année. La récession, c'est quoi? C'est plus de chômeurs, donc plus de pauvres, plus de misère, plus de familles dans l'incertitude et la peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Alors, j'allais vous dire, est-ce que c'est ça la France dont vous rêvez, une France en récession? Bien sûr, je rêve d'une France en ruine, désolée, remplie de pauvres. Ça va de soi, puisque je suis qu'un sale insoumis. Et donc, non, mais franchement, monsieur Aziza. Ah, mais on peut poser des questions. Non, c'est pas des questions, c'est un peu comme si je vous disais, vous, c'est ça qui vous intéresse. Bon, alors. C'est une question provocatrice, c'est tout. Voilà. Merci de le reconnaître. Voilà. Alors, non, c'est tout le contraire. Il faut prendre des mesures sérieuses. Mais là encore, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Le président de la République pense qu'il faut donner des sous ici, là. Attendez, on précise les choses. 110 milliards, un plan donc de... Combien en argent frais, 110 milliards, Aziza, 12 millions de Français, un peu plus de 12 millions de Français au chômage partiel, donc qui touchent entre 84 et 100% de leur salaire. Donc ce plan d'urgence économique de 110 milliards, ça va pas dans le bon sens? Non, mais tout va très bien. Je m'en réfère à vous. Non, mais vous venez de dire qu'il y a 110 milliards. Vous avez l'air d'être au courant. À votre avis, dans ces 110 milliards, il y a combien d'argent frais? Vous allez nous le dire. Ah oui, vous voyez, vous le savez pas, monsieur Aziza. Il faut pas prendre ce genre de risque avec moi. Mais il y en a 45 milliards, c'est-à-dire moins de la moitié. Tout le reste, c'est des reports de paiement et des garanties. Et des garanties bancaires. Oui, non, mais si vous voulez, faut arrêter. Oui, mais je vais pas dire ici ce que je pense d'un système pareil, puisque vous savez que le capitalisme a été aboli aux États-Unis d'Amérique, puisque la Banque centrale a racheté tous les emprunts. On va parler donc il y a plus de risque. On va parler aux États-Unis d'Amérique. Il y a plus de risque capitaliste. On va parler de la dette Covid. Alors, après. Vous me parlez de l'économie française. Pour relancer l'économie. Après, on pourrait peut-être parler de la façon de la relancer. Oui. Parce que si c'est pour recommencer les mêmes erreurs qu'avant, franchement, c'est pas une bonne idée. Ah, vous voyez, vous venez de me dire oui avec votre main. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour penser qu'il faut modifier la production. Ça veut dire que je suis d'accord pour parler de ça. Ça veut dire que nous devons anticiper ces changements. Ça s'appelle la planification. Alors, maintenant, tout le monde tourne autour du mot. Certains non, même un type de droite, là, il y a pas longtemps, qui a dit, allez, le plan, c'est une très bonne idée. Madame Lalu, qui est pas spécialement qui est de la liste des socialistes au Parlement européen, dit pareil. Et monsieur Hulot lui-même dit que il faut commencer à organiser en amont et en aval. Tout ça, c'est des mots qui. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aussi, il a dit que ce sera plus comme avant. Hein. Vous voyez. Donc nous n'avons plus qu'à. Vous dites tous la même chose, et ça nous conduira tout à l'heure à parler d'autres choses. Monsieur Aziza, emmêlez pas tout, quoi. Allez-y. Alors aussi Macron l'a dit, et puis sa sœur et son cousin et son chien jappe en cadence. Ça n'a pas de sens. D'accord. Est-ce que vous croyez que monsieur Macron s'apprête à planifier l'économie française? Répondez-moi, monsieur Aziza. On va renverser une. Je vais vous dire, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Sais pas. Eh bien, moi, je sais. Non, il ne le fera pas. Pas davantage que monsieur Sarkozy, lorsqu'après 2008, il avait fait la promesse que plus jamais on ne verrait l'argent roi, les pays excessifs des grands capitalistes et tout ça. Donc, comment on doit s'y prendre? Pour qu'on puisse remettre en route l'économie, il faut que la circulation monétaire reprenne. Et le premier investisseur de ce pays, le premier, numéro 1, le plus important, ce sont les collectivités locales et après l'État.
Voilà, monsieur Aziza, le capitalisme français. Et comme ils disent, quand on leur pose la question, ils disent on attend de voir la tendance du marché. Ah ben nous, on croyait que c'était le CAC 40 qui créait le marché. Eh ben non, c'est la tendance est créée par l'État. Comment l'État, déjà endetté à 115 ou à 120%, pourra-t-il continuer à s'endetter si en même temps le gouvernement allemand dit ah ben je vous préviens, nous on change rien aux critères. Alors justement, la dette Covid. Ma position. La dette Covid. Comment on fait pour la rembourser? Alors, attendez, une question précise. Est-ce que c'est les Français, la France qui doit la rembourser? Est-ce que c'est l'Union ou est-ce que doit être effacée, cette dette? Personne ne doit payer cette dette. Et il y a un moyen technique de le faire. Quand on parle d'annuler la dette, on a toujours la crainte de spolier les petits porteurs de titres de dette. C'est l'argument qui nous est tout le temps avancé. Or, monsieur Aziza, 45% du bilan de la Banque Centrale Européenne est constitué de titres de dette des États qu'elle a rachetés aux banques privées. Pour les Français, il s'agit du 20% du montant de leur dette. Autrement dit, les Français qui n'ont pas le droit de recevoir de l'argent de la Banque Centrale Européenne ont quand même le droit et l'obligation de lui payer les intérêts de leur dette. Donc, tous ces titres de dette qui correspondent à peu près à l'augmentation de la dette française du fait de l'épisode Covid-19. Tous ces titres devraient être gelés, c'est-à-dire transformés, alors là vous employez le mot que vous voulez, dette perpétuelle, nous sommes un certain nombre. Mutualisation, on dit aussi. Non, justement, ça n'est pas la même chose. Dette perpétuelle, dette annulée, peu importe. C'est une dette dont on décide qu'elle ne donne plus lieu à paiement d'aucun intérêt ni d'aucun remboursement. Cependant, ça reste un titre qui est dans le bilan de la Banque centrale et qui donc ne ruine pas la Banque centrale, mais qui disparaît des comptabilités publiques et qui n'est plus dû. Et ensuite, vous comptez sur l'inflation, 1%, 2% actuellement dans la zone euro, pour que ce stock de la dette fonde tout seul et à la fin, il n'en reste certains plus rien. disent, d'ailleurs Laurent Berger dit, pourquoi pas rembourser cette dette sur 100 ans? Mais voilà, alors on a dit 100 ans pour certains, monsieur Alain Minc aussi disait ça, d'autres disent c'est la dette perpétuelle. Moi, c'est une idée que je défends et que j'ai défendue notamment dans la campagne présidentielle, et je proposais qu'il y ait une conférence de la dette souveraine en Europe. Donc c'est tout à fait jouable d'annuler cette dette. Et puis après, vous auriez la grande annulation. C'est-à-dire, la Banque Centrale Européenne rachèterait tous les titres de dette des États qui sont dans les caisses des banques privées. Ce qu'elle fait, chaque mois, elle propose de racheter, mais c'est eux qui veulent pas vendre. Ben là, il faudrait qu'ils vendent, et le stock serait ensuite gelé. Voilà comment l'État retrouverait, par exemple, pour l'État en France, ça signifie retrouver une capacité d'emprunt dans les critères de Maastricht. Vous voyez, j'essaye même pas de profiter de la situation pour vous caser l'absurdité de ces critères. Ça représente une capacité d'emprunt de 1380 milliards d'euros. Monsieur Aziza, 1380 milliards d'euros, plus 400 milliards qui sont dans les caisses des livrets A, plus la moitié des 1500 milliards de l'assurance vie qui sont investis à l'étranger. On fait quoi avec tout ça? Ça fait 2000 milliards, rien que pour les Français. Par conséquent, nous avons tous les moyens de faire face à la relance. Et une relance sérieuse, c'est-à-dire planifiée, où on change les modes de production, les matières premières, et où on établit partout où on le peut, et dès qu'on le peut, la relocalisation, avec évidemment les mesures protectionnistes qui vont Je vais vous donner un exemple, monsieur Aziza, dans l'agriculture. Supposons qu'on dise, dorénavant, plus de cantine en France ne servira une carotte à un enfant qui n'ait été produit à 100 km à la ronde. Voilà, c'est pas très compliqué, ça. Combien d'endroits? Où est-ce qu'il faut en mettre? Vous savez qu'il y a des endroits où on voit pas une carotte à moins de 300 km plus loin. Bon, voici donc des vous exemples. relancez l'agriculture. Non, mais là, j'ai pris l'exemple de l'agriculture. On dirait, plus une carotte ne rentre en France parce que nous allons les produire. Et de cette manière, en discutant avec nos partenaires, on arrivera à trouver un point d'équilibre. Mais si au nom du fait que Madame Merkel a pour l'essentiel des voitures à vendre au monde et que 50% de l'économie allemande est tournée vers l'extérieur et vend des voitures et des machines-outils, nous serions, nous Français, et les Allemands aussi d'ailleurs, condamnés à laisser le grand déménagement du monde continuer pour les carottes, les crevettes, les voitures, les boulons, les chaussures et le reste, eh bien c'est une horreur. Donc faites-moi confiance, les Insoumis savent par quel bout reprendre cette situation et comment faire le redémarrage de l'économie. Alors vous parlez des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Et je vous parlais de François Ruffin, le député Insoumis. Il considère, je le cite, c'était hier dans Libération, cette crise c'est l'échec de tous ceux qui nous dirigent depuis 30 ans. Alors une question, vous considérez qu'elle est provocatrice. Vous avez été ministre de Lionel Jospin entre 2000 et 2002.
Il y a donc moins de 30 ans. En clair, est-ce que Ruffin vous accuse pas quelque part d'avoir une part de responsabilité dans cette crise? Voilà. Et est-ce que par hasard, je ne trouverais pas habile de me livrer à une pouille interne qui désorganise ma famille politique à la faveur de cette question? D'abord, c'est une question qui a du sens. Je vais vous répondre. Oui, mais la question a du sens. Mais l'emballage, vous savez, ça fait beaucoup pour la marchandise. Hein, c'est pas vous qui allez me contredire. Alors, d'abord l'interview de François Ruffin dans Libération. Je peux dire que je suis d'accord à 100% avec lui. Y compris avec ça? Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Mais je commence d'abord par vous dire que c'est une interview extrêmement intéressante, où on voit que on sent toute la cohérence de la pensée du programme L'Avenir en commun, qui s'exprime par la bouche de François Ruffin, et qui lui donne une profondeur intellectuelle qui est propre à François, et que pour ma part j'admire beaucoup. Alors la question c'était, est-ce que vous sentez responsable quelque part de cette crise, puisque vous avez été ministre 2 ans? Évidemment. Ouais. Évidemment que pendant les 30 dernières années, la conscience écologique était très faible dans les milieux socialistes auxquels j'appartenais à l'époque. Pourquoi on vit une crise écologique? Mais monsieur Aziza, c'est une crise écologique. Le point de départ de la crise est en fait écologique, lequel les microbes et les virus passent des animaux aux hommes. C'est comme ça depuis le début du néolithique. Mais quand vous imaginez que les animaux, et notamment les animaux sauvages, n'ont plus d'espace dans lequel vivre, eh bien ils viennent là où vivent les hommes. Et donc les virus mutent. Au point de départ, c'est la crise écologique, l'humanisation de tous les espaces. Savez-vous, Ebola, de quoi ça vient? De ça. La grippe aviaire, s'il vous plaît. Des élevages géants de poulets. Vous savez, monsieur Aziza, aujourd'hui, 80% des volatiles de la planète Terre, 80%, c'est des poulets d'élevage. Ça vous dit quelque chose de ce qu'on a déformé? Donc on revient à Ruffin. On revient à Ruffin. Il a tout à fait raison de dire qu'au cours des 30 dernières années, la conscience était insuffisante. Et pendant les 30 dernières années, trop de dirigeants, inclus les dirigeants socialistes, étaient absolument obnubilés de libéralisme. Et nous étions quelques petites poignées de têtes dures et bien montrées du doigt à dire vous êtes devenus complètement fous, cette méthode emmène la civilisation humaine au désastre. Eh bien nous y sommes, nous sommes dans le désastre. Monsieur Aziza, comment croyez-vous que le virus est arrivé de là où il est parti jusqu'à nous? Croyez-vous qu'il est venu en prenant un ticket de bateau, ou que il est venu à pied, ou en volant dans l'air? Non, il est venu avec les marchandises et les êtres humains qui circulent de manière désordonnée. Donc il faut tout revoir. Il faut revoir beaucoup de choses. Si on dit tout, on va faire peur à tout le monde. Mais moi, je vous invite tous à faire confiance à nos capacités d'être humains, d'organiser, de mettre au point des méthodes de travail qui ne soient pas mortifères. Et là, voyez-vous, si à la sortie de la crise, moi je ne crois pas du tout à ces histoires de monde d'après, il y aurait un grand colloque et on ferait le monde d'après. Je remarque que ça permet à un certain nombre de gens de s'auto-amnistier, qui disent toute la classe politique, évidemment, parce que nous sommes tous les mêmes, doit se remettre en cause. Oui, peut-être bien, mais enfin, moi je vois pas pourquoi je me remettrais en cause, qui plaide la planification écologique depuis tantôt 10 ans, ou la règle verte depuis tantôt 8 ans. Il faut qu'on avance parce qu'il reste beaucoup de questions et pas beaucoup de temps. Ah bon, d'accord, mais les idées, il faut avoir le temps de les exposer, bien sûr, monsieur Aziza. Et cette actualité de la crise, c'est aussi un certain nombre de plaintes, une trentaine de plaintes qui ont été déposées contre des membres du gouvernement, à savoir Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, accusés de négligence devant la Cour de justice de la République. Est-ce que ces plaintes pour vous sont légitimes, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que par exemple ce qu'a fait Bruno Gassio, qui est proche de la France Insoumise, qui a mis en ligne un site facilitant les démarches des citoyens qui veulent déposer des plaintes, tout ça, est-ce que c'est légitime? Je savais pas qu'il a ouvert un tel site, mais et pourquoi pas, puisque c'est la loi, il faudrait savoir. Alors les lois, c'est bien tant qu'on les applique. Non, mais est-ce que c'est légitime ces plaintes? Écoutez, est-ce que c'était légitime d'envoyer 100 flics perquisitionner tous mes camarades? Est-ce que c'était légitime de me voler mes fichiers à la France Insoumise et au parti de gauche? Non, c'était même illégal, et c'est pourquoi tout ça tombera. Donc ça les dérange pas, quand c'est dans l'autre sens, d'utiliser les moyens de justice contre leurs opposants. Ça c'est signé Madame Belloubet. Là, vous avez des droits, monsieur Aziza, faut s'y faire. Alors, si ces droits sont pas bons, on les remet en cause. On dit non, il y a plus de cour de la République et on n'a plus le droit de porter plainte contre un décideur politique. Je peux l'admettre. Autrefois, c'était pas comme ça. On n'avait pas le droit de porter plainte contre une décision politique. On a pensé que c'était un progrès. Ceux qui ont inventé ça se tapaient sur le ventre de joie, de l'idée grandiose qu'ils avaient. Maintenant, il faut faire avec. Comme l'idée qu'on amnistie tous ceux qui sont par avance, tous ceux qui seraient responsables par leurs décisions d'avoir aidé à la propagation. Donc c'est ce qui a été voté hier à l'Assemblée. Oui, mais on y a mis de sérieuses amodiations. Mais les plaintes légitimes ou pas contre le pouvoir et contre les ministres. Est-ce que c'est la loi ou pas, monsieur Aziza?
Mais est-ce qu'on peut décider aujourd'hui? Monsieur Aziza. Bien sûr que c'est la loi. Mais c'est la loi, donc ceux qui veulent appliquer la loi ont le droit d'exiger qu'elle soit appliquée. Personnellement, je ne ferai pas une bataille judiciaire. Je pourrais le faire. Dois-je rappeler ici que lorsque monsieur Édouard Philippe nous a dit les tests, ça ne sert à rien, dans l'hémicycle, j'ai interrogé plus de 5 ou 6 fois, on a les vidéos, le ministre Véran en lui disant « Mais pourquoi êtes-vous les seuls à ne pas appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé ?» Il ne m'a même pas répondu. Donc, vous ne pouvez pas dire que personne là-dedans n'ait commis aucune erreur. Faut-il faire de ces erreurs des sujets de justice? Si la loi le permet, il y a des gens qui le feront. Alors, et d'autres qui ne le feront pas. Personnellement, je ne porterai pas plainte. Je vais me battre politiquement contre ces responsables. Politiquement, on va parler de politique. Par contre, je vais quand même vous dire une chose. Ils ont mis une soi-disant commission d'information sur... Mission d'information qui va se transformer en commission d'enquête. Nous, on commence à en avoir ras-le-bol de leurs histoires parce que nous avons droit à 1 minute de temps de parole là-dedans. Alors évidemment, c'est fait pour qu'on puisse dire « Ah ben, il y avait même la France insoumise là ». Nous avons donc organisé notre propre commission d'enquête et vous aurez bientôt le compte-rendu de cette commission d'enquête qui va tomber, ce sera celle des insoumis et vous verrez que ça sera pas triste. Et quand ? On pense que dans la quinzaine qui vient, c'est prêt. Il faut écrire, on a 5 minutes. C'est beaucoup de travail. 5 minutes, beaucoup de questions, Jean-Luc Mélenchon. On va commencer par le 10 mai. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2020, c'est-à-dire 39 ans après le 10 mai 80. Oui. Vous avez toujours la nostalgie du 10 mai 80, Jean-Luc Mélenchon? J'en ai toujours le même souvenir émerveillé et ému. Ce fut un grand jour pour les travailleurs et pour le monde progressiste. Vous vous rendez compte par exemple, que c'est là qu'on a décidé la retraite à 60 ans. Vous savez, moi, je me rappelle mes certains anciens... disent aujourd'hui, c'est une erreur. Certains disent aujourd'hui, c'est l'erreur de François Mitterrand, la retraite à 60 ans. Oui, mais je crois que ceux qui disent ça pensent que François Mitterrand était lui-même une erreur. Alors, comme ceux qui pensent que moi, je suis très bien, sauf. Bref, si je cessais d'être Mélenchon, je serais parfait. Et j'avance. Certains, et d'ailleurs, c'était le cas de Michel Charasse, avant qu'il ne décède, voient des points communs, et Michel Charasse voyait des points communs, des similitudes dans la façon de présider entre Emmanuel Macron et François Mitterrand. Qu'est-ce que vous leur dites? Que c'est pas ce que Michel Charasse a dit de plus intelligent sur le sujet. Moi, je n'en vois pas. Sinon que, naturellement, le fait d'être président de la République dans les conditions particulières de la monarchie présidentielle en Ve République isole le personnage et le conduit à avoir des comportements extrêmement solitaires. Mais c'est une toute autre chose que François Mitterrand, homme de lettres, cultivé, ayant la profondeur de l'histoire sur la guerre et l'après-guerre et ainsi de suite, et Monsieur Macron qui n'a pas tous ces moyens d'évaluer les situations et qui souvent nous donne l'impression d'être totalement surexcité et tenant des propos très étranges, comme chevaucher le tigre à propos de la culture. Quand il a fait son discours sur la culture, tout le monde a trouvé ça très étrange, parce qu'on connaissait les connotations de cette expression. Monsieur Macron, vous dites c'est un bandit de grand chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était dans une... Non, j'ai pas dit ça comme ça, Monsieur Aziza. Ah bon? J'ai dit qu'il y avait... Non, mais je veux dire, vous pourriez compliquer mon cas en prenant le reste de la citation. On m'a demandé, vos collègues m'ont dit, vous êtes plus gentil avec Monsieur Édouard Philippe qu'avec Édouard Macron. Ah bon? Je crois que c'est la tribune de Genève qui vous dit ça. Voilà. Alors je me suis dit tiens, je vais faire une réponse qui va tâcher d'être un peu subtile. Et j'ai dit oui, Monsieur Édouard Philippe est élégant, mais je décrivais un boxeur qui vous tape au bon endroit. Bon, j'ai quand même précisé. Parce que je crois qu'Édouard Philippe, vous l'avez connu quand vous étiez sénateur, si je me trompe pas, et qui préparait l'ENA. Je l'ai connu malgré moi, parce qu'il était dans mon bureau, paraît-il, vu que mon assistant à l'époque l'avait fait venir pour préparer l'ENA ensemble. Voilà, ils avaient préparé ensemble l'ENA dans mon bureau, ce qui les faisait bien rire. Mais c'est surtout, j'ai connu plus précisément Monsieur Édouard Philippe au moment du premier attentat épouvantable du Bataclan, et nous avions lié tous les deux sur le plateau, on était très émus, on cherchait nos mots. Ça crée, vous savez, une petite connivence de solidarité, mais ça ne va pas au-delà. C'est un homme de droite, un libéral. Je n'en attends rien d'autre que des décisions de droite et libérales. Mais il est élégant. Tandis que Monsieur Macron, lui, c'est quelqu'un qui s'est introduit dans la famille de gauche, qui s'est hissé jusqu'à la présidence de la République, dont il était le secrétaire général adjoint, qui a manœuvré pour devenir ministre de François Hollande. Donc, sauf erreur, François Hollande était membre du PS. Il cotisait d'ailleurs, je crois, à l'époque. Et Monsieur Macron trouvait tout ça délicieux. Et ensuite, il a poignardé Monsieur Hollande et constitué un gouvernement de droite. Voilà. Donc, j'ai le droit de dire, puisque lui-même, Monsieur Macron, lui-même, pas moi Mélenchon, lui, Macron, a parlé d'un hold-up qui fait des hold-up les bandits de grand chemin. Voilà, Monsieur Aziza. Voilà, c'est clair. Alors, vous parliez de... Je suis sûr que ça tourmentait vos auditeurs de savoir pourquoi j'ai dit ça. Ça me soulage de penser que je vais aider à passer un bon dimanche. Vous parliez
de cette mission d'information que vous menez au sein de la France Insoumise. Marine Le Pen, elle a annoncé vendredi qu'elle travaillait sur un livre noir de la crise sanitaire pour, dit-elle, mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Est-ce que, quelque part, elle vous a pas pris de vitesse, Marine Le Pen, là-dessus? Je m'en fous, mais je vais quand même faire remarquer aux journalistes exigeants que vous êtes que la mise en route de la commission d'enquête est antérieure. Ouais. Mais Madame Le Pen... on l'entend plus depuis le début de ces crises, Marine Le Pen. Ces arguments ont l'air de... Ouais, ni la précédente non plus, parce que cette femme bénéficie d'une mansuétude médiatique que je trouve stupéfiante. Elle vient pas dans l'hémicycle, elle prend pas la parole, et elle vous raconte que c'est parce qu'elle a pas de groupe qu'elle ne peut pas prendre la parole. C'est faux. Tous les parlementaires peuvent prendre la parole dès lors qu'ils déposent un amendement et que leur amendement est jugé recevable. J'admets que par les temps qui courent, les macronistes en éliminent beaucoup, mais il est toujours possible de prendre la parole. Donc, Madame Le Pen a d'abord commencé par être totalement absente de la bataille des retraites. Là, elle n'a été présente que pour tirer à vue de manière sauvage sur le gouvernement. Et moi, je redis ici solennellement, je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Nous ne sommes pas comme en Espagne. Non, on doit... Écoutez, comment avons-nous travaillé? On n'a pas arrêté de proposer des choses. Que le gouvernement nous maltraite, qu'il nous méprise, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est oui ou non avons-nous fait notre devoir en conscience de dirigeants politiques. Et je dis à ceux qui m'écoutent, si demain il fallait gouverner le pays, nous saurions comment faire. Dans la crise sanitaire, la preuve, regardez ce que nous proposons depuis 2 mois. Marine Le Pen, on dit aujourd'hui... Mais ça sert à rien. Attendez, on dit aujourd'hui, cette crise, elle peut être un cadeau pour les populistes, ça peut être un cadeau pour Marine Le Pen. Grâce à ça, elle peut accéder au pouvoir en 2022. Vous le dites aussi ou pas? Je me demande ce qui ne serait pas considéré comme un cadeau, parce que dans la sphère médiatique, tout est cadeau pour Madame Le Pen. Il pleut, attention Madame Le Pen. Bref, tout ça n'est pas sérieux. Il faut écouter ce que dit Madame Le Pen, ce qu'elle propose et ce qu'elle refuse. Madame Le Pen, par exemple, refuse l'annulation de la dette de la France en Europe. C'est quand même, ça vaut la peine d'être entendu, non? Personne ne lui dit rien. Est-ce qu'elle peut être élue en 2022 pour vous? Mais je n'en sais rien. Moi, alors, 2022? Pourquoi 2022? Comme ça? Comme ça, oui, parce que vous êtes capable, vous, Monsieur Aziza, de dire l'élection va avoir lieu en 2022. Vous croyez qu'elle peut avoir lieu avant? Prenons un exemple. Savez-vous quand auront lieu les prochaines élections municipales? Non, vous ne le savez pas. Les prochaines élections départementales? Non. Donc la seule élection dont vous êtes sûr, c'est 2022, et vous êtes sûr qu'en 2022, nous serons tous là pour sur la ligne de départ. Ça veut dire mais vous savez qu'il y a un Covid dans ce pays, tout le monde. Donc ça veut dire que la présidentielle peut être anticipée pour vous? Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Le monde va entrer en ébullition, Monsieur Aziza. Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est que le début. La catastrophe économique aux États-Unis d'Amérique va revenir sur l'Europe, car l'Europe et les États-Unis d'Amérique sont économiquement très intriqués. De la même manière, la Chine va s'imposer sur la scène, elle n'a même pas besoin de le vouloir, ça va se faire tout seul. Alors une question, c'est elle qui produit on arrive tout. À la fin de cette émission. Donc elle va devenir la puissance dominante. Mais Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2022, c'est certain ou c'est incertain? Ou avant d'ailleurs? Ah, c'est totalement incertain. Pourquoi? Moi, je ne me sens pas capable d'aller défier le sort et le destin et vous dire voilà ce que je vais faire dans 2 ans. J'ai une décision à prendre, Monsieur Aziza, je le sais très bien. Je la prendrai en responsabilité et une fois qu'elle sera prise, il ne sera plus possible de m'en faire changer. Et vous voilà tout ce que vous pouvez dire de mon camarade, de mon état d'esprit. Vous prendrez la décision quand? Je sais pas, parce que franchement, aujourd'hui, je suis sur d'autres sujets. Je veux pas fuir la question, hein. Est-ce qu'il y aura un candidat insoumis à l'élection présidentielle? Oui, très vraisemblablement. Pas forcément vous. Voilà, par exemple, on peut dire ça comme ça. On va conclure sur un sujet qui vous a marqué, une séquence qui vous a marqué, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes le 28 mars 2018, jour de la marche blanche en hommage à Myriam Knoll, cette vieille dame victime d'un crime antisémite. Et vous avez dénoncé, je dois le dire à juste titre, Jean-Luc Mélenchon, des insultes, et on va les citer, Insoumis PD, Mélenchon et Daesh, la même chose, et le fait d'avoir dû être exfiltré de la manifestation, du fait des menaces dont vous avez fait l'objet. 2 ans après, qu'est-ce que ça vous inspire? La douleur est toujours aussi intense en moi. Monsieur Aziza, nous vivons tous dans des rites et dans des symboles. Moi, j'avais appelé à cette marche de grand cœur car je hais l'antisémitisme, comme d'une manière générale les formes de racisme qui ramènent les êtres humains à autre chose qu'à leur diversité et leur pluralité. Bien. J'y avais appelé de bon cœur avec tous les autres groupes de l'Assemblée nationale. Nous avons commencé à avoir des menaces sur les réseaux. Nous avons appelé Monsieur Califat. Étonnez-vous après ça que je n'ai pas de si bon rapport avec lui. Et on lui a demandé, c'est Corbière qui a passé plus d'1 heure au téléphone avec, pour lui dire est-ce que vous assurez garantissez notre protection. Voilà. Et le lendemain, nous avons dû être exfiltrés. Je vais vous dire encore. Et on a dit aussi, vous avez lu dans la presse, Mélenchon
en tout cas une partie des gens qui l'entourent, ont peut-être des relents antisémites. C'est une invention infâme. Et ce jour-là, est-ce que ça valait la peine de traiter mes camarades femmes, députés en écharpe, nous étions 11 de salopes et de putes? Est-ce que vous croyez que ça le valait? Est-ce que vous croyez que ma vie mérite d'être traitée comme ça? Eh bien, et vous savez, j'ai fait un énorme effort sur moi. Regardez les vidéos de l'époque. J'ai dit, il ne faut pas confondre quelques imbéciles avec la lutte que nous menons. Chaque juif de ce pays doit savoir, jusqu'au plus petit village de France, qui trouvera en nous toujours aide et protection. C'est toujours aussi douloureux pour moi, mais pas parce que nous avons été exfiltrés après tout, la LDJ, tout ça. J'avais mon écharpe tricolore. Je suis président d'un groupe. Nous étions 11. Et le président de l'Assemblée nationale, monsieur de Rugy, est passé devant nous, tandis que nous étions insultés sans faire un geste. Et le policier qui nous a dit de partir était l'homme qui travaillait avec Benalla le 1er mai. Et les macronistes, la police macroniste, a préféré faire partir 11 députés en écharpe que de faire taire 40 voyous. Et dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, 75 ans après la victoire, après le 8 mai 45, l'antisémitisme est de plus en plus présent en France. Il est présent, mais n'exagérez pas. Le peuple français n'est pas un peuple raciste. Bien sûr que l'antisémitisme notamment dans certains quartiers de banlieue. Oui, et aussi dans les beaux quartiers, vous savez. Aussi dans les beaux Monsieur quartiers, Aziza, ça manque à votre culture de connaître certains courants religieux. Pas du tout. Voilà. Évidemment que l'antisémitisme est présent. D'ailleurs, c'est pas la seule tare qui travaille cette société. Le communautarisme, l'ethnicisme, toutes ces choses qui sont des contre-valeurs républicaines. Il faut tenir bon et le faire avec habileté. Mais mener ça comme une bataille politique où on essaye de convaincre, de changer les esprits, les cœurs. Monsieur Aziza, c'est pas seulement avec un fouet. La loi protège contre le racisme. La loi fait que le racisme en France n'est pas une opinion, mais un délit. Donc utilisons la loi quand on le peut, et le reste du temps, menons bravement. Mais je veux quand même dire solennellement ceci. J'appartiens au camp des universalistes. Pour moi, les êtres humains sont semblables. Et je le dis non seulement à la face de mes détracteurs, mais de tous ceux qui voudraient... J'ai vu dans bien des textes des idioties sur ce sujet. Non, nous n'avons pas à cultiver les différences. Non. Nous sommes des êtres humains semblables. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait 7 ans que vous n'étiez pas venu à Radio J. Merci d'être venu aujourd'hui. 7, est-ce que c'est un bon chiffre? Peut-être, on ne sait pas. Le chandelier, il y a bien 7 branches, voilà, non? Tout à fait. Alors c'est un bon chiffre. Merci en tout cas. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.